étions avec quelques minutes de retard, toutes nos excuses. Donc, c'est avec un immense plaisir que je vous retrouve pour cette nouvelle saison de votre émission Dimanche, on se dit tout. Cette émission, ou cette saison plutôt, va aborder des sujets divers et variés, allant de la politique à l'agriculture, en passant par les questions de société. Donc, prenez le rendez-vous tous les dimanches à 20h de Cotonou, 21h de Paris et 15h de New York. Pour ouvrir le bal ce soir, nous recevons pour vous M. Michaela Kassoumou, qui est un sociologue, et M. Souleymane Harouna, un acteur politique qu'on ne présente plus. Au cœur de nos échanges de ce dimanche 31 juillet, la récente tournée du président Emmanuel Macron en Afrique et la situation politique au Bénin. Commençons cette émission tout de suite avec vous, M. Souleymane Harouna. Qu'est-ce qui vous aurait vraiment marqué pendant cette tournée africaine d'Emmanuel Macron? Plusieurs choses. Je remercie d'abord M. Jules Diossou, qu'on a vu il y a longtemps. Donc, nous sommes contents que Bi-Africa revienne en force et surtout et par rapport à un événement majeur, c'est-à-dire la fête du 1er août. Donc, vraiment, nous sommes très contents du grand retour de Jules Diossou et au niveau de la plateforme Bi-Africa. Je remercie aussi mon cher ami et frère, M. Kassoumou, et pour qu'on puisse quand même éclairer les Béninois et décrypter cette rencontre du président Macron au Bénin. Qu'est-ce que je retiens? Je retiens plusieurs choses. Donc, on aura le temps de décrypter tous les aspects politiques, les intrigues politiques de cette rencontre. Mais déjà, je pense que c'est déjà un honneur pour le Bénin de recevoir le président Macron sur la terre de Biogera, Biogera qui a été pratiquement et qui continue d'être une discussion, un débat dans cette République et du Bénin. Donc, qu'est-ce que je retiens concrètement, M. Jules Diossou? Je retiens que Macron est arrivé au Bénin et Macron a visité les œuvres d'art qui ont été restituées au Bénin et je constate aussi que Macron est arrivé au Bénin pour discuter de la sécurité et pour discuter vraiment du nouveau contexte géopolitique de l'Afrique, surtout de l'Afrique au sud du Sahara, surtout de l'Afrique francophone, une sorte de repositionnement stratégique de la France et aussi pour dire aux Africains que, bon, voilà, la Russie aujourd'hui a annexé l'Ukraine, c'est pratiquement un acte impérialiste que vous, les Africains, vous avez dénoncé au temps où le colon avait envahi l'Afrique et il se dit qu'il est étonné du comportement des Africains pour ne pas percevoir cet aspect. Et dans le même temps, il caricature Poutine comme un prédateur et il essaie d'aviser et d'avertir les Africains pour dire que, attention, ce que Poutine a fait, c'est pratiquement la même chose qui est en téléchargement au niveau des pays africains. Donc, c'est pratiquement un avertissement et aussi une manière de vouloir recentrer la position géostratégique de l'Afrique, de la France en Afrique. Donc, c'est extrêmement important. Et aussi, Jules Diossou, ce qu'il faut retenir de cette rencontre, c'est pratiquement le redéploiement de la France, c'est-à-dire de la force Barkhane du Mali au Niger avec pour extension le Bénin. Donc, c'est extrêmement politique et c'est pratiquement calculé, c'est pour les intérêts français et surtout, Macron est arrivé en éclaireur pour dire aux Africains, voilà, ne tombez pas dans la stratégie de Poutine, nous sommes là et essayez de supporter ce que nous faisons et regardez Poutine comme un prédateur, comme vous nous avez regardé et dans un passé où nous avons
colonisé, nous avons annexé des pays africains. Donc, pour résumer, ce que je retiens, c'est géostratégique, c'est pratiquement la France n'a pas d'amis, la France n'a que des intérêts et aussi, comment dirais-je, le déploiement stratégique, les nouvelles relations que l'Occident, en particulier la France, veut tisser avec cette nouvelle Afrique numérique où la France semble tout perdre. Nous allons revenir, Jules Jossou. Merci, Monsieur Souleymane Arouna. Monsieur Kassoumou, vous avez suivi aussi ce périple d'Emmanuel Macron. Il était au Cameroun. Ensuite, il est venu au Bénin. Il a fini par la Guinée-Bissau. Qu'est-ce que l'Afrique aurait retenu de ces 3 ou 4 jours de Macron dans ces 3 pays? Merci, monsieur Jules Jossou, pour l'honneur que vous faites de nous. Je crois que c'est la première fois que j'interviens dans votre, oui, c'est ça. sur votre plateforme numérique. Et vraiment, ça me fait grand plaisir de m'avoir invité. Merci aussi à tous ceux qui vous suivent sur votre la plateforme numérique, notamment dans votre émission Dimanche, on se dit tout. Donc, je crois qu'on est bien là pour se dire tout. Et merci aussi à mon co-panéliste, le doyen et Souleymane Arouna, donc je suis content quand même, et je crois aussi de mémoire, c'est la première fois que il est co-panéliste sur un débat où je suis, donc c'est tout un honneur pour moi, parce que c'est pas toujours chaque fois qu'on rencontre des gens, des acteurs politiques avertis comme ça sur le plateau. Encore, il a la double casquette d'être aussi un communicant. Donc on voit ça dans son propos liminaire. Maintenant, revenant à la question que vous me posez, je me satisfais quand même de cette tournée de Macron dans 3 pays, dans ces 3 pays, le Cameroun, le Bénin et la Guinée-Bissau. Mis à part la Guinée-Bissau, nous savons la situation qui prévaut au Cameroun, nous savons la situation qui prévaut au Bénin. Et ça nous rappelle dans un moment où le sentiment anti-français est très, très développé, surtout avec ce qui se passe au Mali, où finalement les accords militaires ont été rompus, où le Mali quand même a voulu exercer sa souveraineté d'une autre manière, avoir un droit de regard sur son sol national, que le Bénin s'ouvre à Macron, que Macron vienne nous voir, au Bénin particulièrement, dénote du fait que nous ne pouvons pas vivre en autarcie. C'est un message très clair que le pouvoir en place à côté de nous aussi envoie à lui-même, parce qu'on a toujours tendance à croire que nous sommes en autarcie, les autres ne doivent pas avoir un droit de regard sur nous. Je me réjouis du fait que le président français, on dit la France, c'est le pays des droits de l'homme. Il a toujours dit aussi, ici aussi, en matière de droits de l'homme, on a connu les gilets jaunes. Donc, c'est quand même très bien, ça montre quand même que aujourd'hui, nous sommes d'accord que les autres aussi ont un droit de regard sur nous. Et partout où on est passé, c'est en filigrane, on a parlé de démocratie, de droits de l'homme, de sécurité, même si cela n'apparaît pas dans le discours direct de Macron, surtout au Bénin. Sans doute qu'il y a eu des jeux de coulisses. Il y a des choses qu'il faut dire, des choses qu'il ne faut pas dire. Donc, c'est ce que je retiens. C'est vrai, cette visite intervient effectivement en pleine guerre d'Ukraine, où il faut reconnaître que l'Ukraine, qui est un pays indépendant, a été envahi. Et le président français a été quand même le porte-parole de son pays. Et vous savez, il a fini de présider l'Union européenne. Et curieusement, il est considéré comme celui qui veut encore dialoguer avec Poutine, tentant de chercher une voie diplomatique. Mais dans le même temps, quand il se trouve sur le continent africain, qui est plus ou moins avec lequel les pays, les ex-colonies françaises, avec lesquels il a quand même des relations de longue date, il se permet pas, mais il présente la Russie quand même comme un pays impérialiste, et partout qu'on verra les Russes, c'est qu'il faudrait les considérer comme tels. Bon, oubliant au passage rapidement aussi l'impérialisme, on griffe aussi des Chinois aussi qui sont sur nos sols. C'est-à-dire qu'on peut se réjouir aujourd'hui que nous sommes dignes d'intérêt. Et on a été tous dignes d'intérêt d'ailleurs, mais là maintenant, avec ce qui se passe, aujourd'hui on parle du terrorisme, de la sécurité alimentaire, et aussi l'autre volet aussi, c'est la circulation des biens culturels. Donc là, et ça fait plaisir quand même qu'aujourd'hui, on est béninois, on se réjouit quand même que nous ne sommes pas en autarcie et les autres peuvent avoir un droit de regard sur nous, autant que nous, on peut avoir un droit de regard sur les autres. Parce que souvent, on va dire, on prend comme référence, on dit, ça ne se passe pas comme ça en France. Et pourquoi vous voulez que ça se passe ici? Donc maintenant, en fait, c'est cette relation, c'est ce qui m'intéresse dans ce passage-là aussi. Surtout là, le fil des droits de l'homme, de la sécurité, du terrorisme. Hein, la sécurité alimentaire aussi, on en reviendra. Merci beaucoup.
Ok, vous avez évoqué tantôt le sentiment anti-français qui se développe sur le continent. Dans ce cadre, il y a beaucoup de voix qui se sont levées contre en fait cette visite d'Emmanuel Macron en Afrique. Monsieur Souleymane Arouna, quel regard vous portez sur ce sentiment anti-français qui se développe de plus en plus en Afrique? C'est justement, ça c'est le point clé, c'est une des raisons pour laquelle le président Macron est sur le sol africain. Et donc, je l'ai dit tantôt, c'est pour recentrer la position géopolitique de la France en Afrique et en particulier en Afrique au sud du Sahara. Vous n'êtes pas sans savoir ce qui se passe au Mali. Aujourd'hui, le Mali est en train de créer, de rentrer dans l'histoire autour d'un concept qui aujourd'hui est en train de prendre corps en Afrique, c'est-à-dire le panafricanisme africain, c'est-à-dire l'Afrique, le développement de l'Afrique par les Africains. Et c'est ce qui explique pratiquement tout cette redynamisation, j'allais dire cette renaissance du Mali. Et vous avez vu ce qui s'est passé aussi en Guinée. Donc, ce sentiment anti-français, c'est une réalité. Et je pense que Macron est pratiquement, le sait et il est conscient de cela. Et qu'est-ce qu'il a dit dans son message au Cameroun? Mais il dit qu'il ne comprend pas pourquoi les Africains ne sont pas en train de supporter l'Ukraine et pourquoi les Africains sont en train de décrier l'Occident, en particulier la France. Donc, il se dit, mais il rappelle aux Africains pour dire, mais écoutez, ce que vous avez décrié dans le passé, à savoir la colonisation et même l'esclavage, c'est pratiquement ce que Poutine est en train de faire. Donc, il y a un réflexe d'insécurité de la France. Donc, cette France se voit pratiquement isolée. Et cette France, elle est en train de craindre l'hégémonie de la Russie en Afrique. Donc, c'est vrai, les Africains sont en train de lâcher la France. Et l'illustration de cela, c'est pratiquement le Burkina Faso. L'illustration de ça, c'est pratiquement le Mali. L'illustration de ça, c'est, j'allais même dire, le Niger est un peu partout. Donc, l'arrivée de Macron au Bénin, c'est stratégique. C'est stratégique parce que le Bénin ne peut que jouer ce rôle d'avant-garde en ce qui concerne la France. Donc, cette méfiance et ce cri contre français, ce sentiment anti-français, c'est une réalité, Jules Jossou, parce que c'est la raison capitale pour laquelle Macron est revenu. Et de façon habile, il est revenu sous la couverture culturelle, sous la couverture économique, et pour rappeler le contexte de la guerre froide. Donc, cette guerre froide est pratiquement en téléchargement. Et mon vis-à-vis a parlé de la Chine. La Chine est pratiquement dans l'ombre. Et qui dit la Russie, dit la Chine, deux puissances qui vont pratiquement envahir l'Afrique. Mais, je vous assure, la France n'est plus en sécurité. La France veut rebeloter pratiquement les relations entre les pays africains au sud du Sahara. Et c'est la raison majeure pour laquelle Macron est venu pour quand même relancer ses relations et surtout pour protéger ses intérêts. Vous vous rendez compte, la force Barkhane quitte le Mali, il faut que cette force chute quelque part. Donc aujourd'hui, c'est pratiquement le Niger. Et comme extension, et tout de suite, c'est le Bénin. Donc, et demain, ça peut être le Togo et ça peut être toute la sous-région. Donc, la visite de Macron, c'est pratiquement pour rappeler aux Africains, pour redéfinir nos relations et pour quand même dire que mais, nous sommes vos partenaires traditionnels et que ce que vous nous reprochez, c'est pratiquement ce que Poutine est en train de faire. Poutine est prédateur comme la France l'a été dans le passé. Donc, c'est normal que vous ne voulez plus cette colonisation parce que c'est pratiquement votre cri. Mais pourquoi est-ce que
vous voulez accepter un autre colonisateur alors que vous avez décrié tout le temps ce que les dégâts de cette colonisation. C'est ça la problématique. Et c'est cet abus de la France qui aujourd'hui comment dire, crée ce sentiment anti-français. L'exploitation des ressources endogènes de l'Afrique par cette France. Donc, il y a un regain. Vous voyez le panafricanisme, vous voyez, comment dirais-je, tout ce qui se passe. La CEDEAO a rebeloté sa position vis-à-vis du Mali. Donc, toute la question est là, Jules Jospin. Donc, ce sentiment anti-français est réel et ce sentiment est tributaire de tout ce que l'Afrique a subi vis-à-vis de la France. Donc, Macron est arrivé à rebeloter ses relations et pour préserver ses intérêts en Afrique. Et vous avez vu son discours. Et nous allons revenir sur un discours critique que le président Embalo a pratiquement versé. Et c'est cela qui est un peu une surprise venant de la bouche de Embalo, qui s'est illustré au départ comme un président panafricain. Mais c'était de la poudre aux yeux aux Africains. Donc, nous allons revenir, Jules Jospin. Donc, vous avez évoqué aussi la force Barkhane qui est un peu en redéploiement actuellement. Pour certains courants politiques, ou quand on parle des panafricains, on parle aussi peut-être des communistes, il y a des gens qui s'inquiètent, surtout pour le cas du Bénin, d'une probable installation de la force Barkhane au Bénin. Monsieur Kassouma, est-ce que ça vous inquiète, ce redéploiement au Bénin? Déjà, je veux intervenir par rapport au sentiment anti-français, parce que pour ceux qui me suivent, hein, je suis très constant, mon panafricanisme n'est pas un panafricanisme anti-dogmatique, anticolonialiste dogmatique, pensant que c'est le colonisateur qui est à la base de tous les problèmes que nous avons. Je suis très constant, j'ai été depuis plus d'une dizaine d'années, je suis constant dans cette ligne. Cela veut dire quoi? Cela veut dire, nous sommes en 2022, précisément le 31 juillet. Ce n'est pas le colonisateur qui vient décider de qui doit aller en prison à Missérété ou bien à Ouida à notre place. Hein, voyez-vous, c'est-à-dire si on a besoin de mettre la statue de Bioguera à l'aéroport et laisser l'Amazon en face de la présidence, c'est nous qui savons à quelle logique cela répond. Maintenant, autre chose aussi, on ne demande pas la permission à qui que ce soit avant d'agir quand même sur des plans donnés, mais quand arrivent les problèmes réels, où on dit mais nos ressources sont dilapidées, où finalement on n'a pas la maîtrise de notre sécurité, on commence à impliquer tout de suite le colonisateur. Je comprends bien que par le passé, nous avons connu des relations douloureuses avec les colonisateurs, mais la manière de se comporter qui consiste à laisser nos colons noirs, que j'appelle les colons noirs, dans nos quartiers de ville et dans nos villages et aller s'en prendre à l'arrière-petit-fils du colonisateur qu'on ne voit qu'à la télévision, encore que là on a la chance de la faire passer, et que Macron il est arrivé à Cotonou, le président Macron on l'a vu. Et ça, moi je ne passe, mon panafricanisme n'est pas c'est pas ce panafricanisme qui est mon panafricanisme. Mon panafricanisme, c'est quand même que nous rendons compte que le mal, ceux qui administrent c'est-à-dire les piqûres létales à nos pays, d'abord, sont les intellectuels, c'est l'élite intellectuelle, et de plus en plus maintenant, il y a même l'élite militaire. C'est ça le cas précis du Bénin aujourd'hui. Voyez-vous, c'est-à-dire l'élite militaire s'appuie sur l'élite intellectuelle ou politique, si on veut, je veux bien le dire, pour asservir proprement son peuple parce qu'ils connaissent mieux. C'est leurs parents, ils les connaissent très bien. Voyez-vous, c'est-à-dire je ne suis pas en totale opposition avec ce que dit M. Souleymane Arouna, mais je mets un bémol dans les choses, voyez-vous. Et je ne suis pas là, je ne pense pas que, bon, aujourd'hui, c'est le colonisateur qui est à la base de tous nos problèmes, il faut renverser la table, non. Nous sommes dans un monde où on ne peut pas vivre en autarcie et nous sommes obligés, du point de vue de la globalisation économique et de la mondialisation culturelle, de la globalisation culturelle, de la mondialisation économique, de quand même travailler ensemble de concert. Et chaque pays a ses intérêts à défendre ou bien a toujours quelque chose à acheter, à aller prendre sur l'autre marché. Vous avez vu, monsieur le président du Sénégal, il est parti demander du céréal, c'est quand même fou, quoi, ouais, vous. Et dans un pays qui est très loin, il a dû traverser la Méditerranée, aller plus loin, demander des céréales. C'est comme ça, les autres aussi ont besoin de l'uranium, ils vont venir vers vous pour dire, mais écoute, moi je ne l'ai pas, mais voilà, moi je donne tant. Mais si vos intellectuels ne savent pas négocier les prix, ça, ce n'est pas le problème de celui qui est venu acheter. Ouais, vous. Donc, vous comprenez ce que j'ai voulu dire par là. Il va falloir d'abord qu'on commence à nettoyer devant notre porte avant de vouloir chercher à résoudre les problèmes chez les autres. Et
tout ce qui nous arrive n'est pas forcément dû aux colonisateurs. Mais je suis bien d'accord qu'on peut parfois dénoncer des trucs hégémoniques sur le continent africain. Et si ça se fait, c'est avec la complicité de nos cadres, de nos élites. Vous voyez le Bénin, là, avec les gens intelligents dans le pays, là, ouais, depuis hier, il y a un tel. Nous tous, on s'est mis à chercher à savoir comment il faut accorder le tel là jusqu'aujourd'hui. On s'est dit, on est là, on est en train de chercher ça. On est plus intelligent que ça. Donc, personne ne décide à notre place aujourd'hui. Nous sommes à la base de nos propres problèmes. Donc, essayez d'abord de résoudre d'abord les problèmes à notre sein avant d'aller chercher très loin celui qui pose le problème. C'est vrai que pour les panafricanistes rigoristes, le propos que je tiens là depuis des années, je suis très constant dedans, ça sonne faux, quoi. Mais bon, j'assume complètement. Merci beaucoup. Oui, mais je pense... Voilà, maintenant, par rapport à la base militaire. Oui. Voilà, par rapport à la base militaire, excusez-moi, hein, c'est parce que j'ai été long, j'ai voulu m'énerver, je vais répondre à la base militaire. En soi, une base militaire, on sait ce que ça veut dire. En fait, c'est l'histoire et l'expérience du passé qui fait que parfois on est réticent par rapport à certaines choses. Je signe une convention pour établir une base militaire dans le nord du Bénin. Vous voyez, quand, par exemple, au Bénin, la répression commence, quand le pouvoir en place au Bénin commence la répression, elle est plus dure dans le nord, avec la participation de nos frères du nord. Je peux vous assurer. Imaginons, on a une base militaire dans le nord, et quand ça va commencer sur la répression, parce que vous signez un accord, c'est pour protéger quand même le pouvoir en place aussi quelque part. Hein? Bon, on peut être réticent par ces côtés-là. Mais aujourd'hui, nous sommes face à l'île du terrorisme que personne ne maîtrise. Voyez-vous, c'est vrai que je disais dans une émission hier que ce n'est pas, c'est des trucs d'importation, c'est pas nous ça. Hein? Quand on voit la religion musulmane que nos parents, par exemple, pratiquent, ou bien d'autres religions pratiquent, ce n'est pas ce que font ces nouveaux mouvements religieux qui veulent redéfinir le monde tout en mettant la violence devant. Et bien, cette violence a un soubassement. Je suis très convaincu que ce n'est pas basé sur du religieux, c'est basé sur des problèmes sociaux qui conduisent au terrorisme. Hein? Le terroriste aujourd'hui, c'est celui qu'on voit dans le village ou bien dans le quartier de ville il avait une petite barbe, après on le voit laisser une grosse barbe, après il porte un pantalon qui descend à peine au-dessous du genou, c'est lui le terroriste. Et comment il en est arrivé là? C'est qu'il est désespéré. Voyez-vous, on a fermé son entreprise, il n'a pas de boulot, il a un master, on lui dit, bon, vu qu'il se contente de vendre dans un kiosque des trucs là, c'est même pas des kiosques, des crédits là, des mots là, comme on dit au Bénin, bon, c'est bien, ça va, il n'a pas de boulot, il est désespéré. C'est comme ça qu'on fabrique le terroriste. Aujourd'hui, nous sommes un pays où l'insécurité alimentaire, le fait que vous ne garantissez pas le boulot aux gens, la santé, tout ça, ça fabrique du terrorisme. Et aussi, ceci est doublé du fait que dans notre pays, ce qu'on appelle terroriste, maintenant, un intellectuel ponté, puissant, incapable de tuer une mouche, et bien finalement, il y a un amalgame sérieux. Ouais, je ne suis pas en soi opposé à une base militaire, mais il faudrait que tout soit quand même décidé de façon concertée pour ça. Pourquoi c'est cette base-là? Parce que nous sommes aujourd'hui embarqués dans une lutte internationale contre le terrorisme et le Bénin n'a pas le moyen seul de lutter contre cela. Mais il ne faut pas que cela soit dévoyé à autre chose. C'est vite arrivé, des cas existent sur le continent africain, là, à côté de nous, comme en Côte d'Ivoire. Hein, on a vu comment le président actuel, il est là. Et on voit que c'est quelqu'un qui ne part pas. Il est à la base de beaucoup de problèmes. Hein, et quand vous parlez d'Embalo rapidement, j'ai compris, il demande à ce qu'on fasse un truc pour protéger les gens contre les putsch, et ça veut tout dire. C'est-à-dire que les bases militaires là sont là maintenant pour que tout le monde puisse faire son troisième mandat tranquille, faire des putsch comme il veut, parce qu'il faut aussi oublier, il ne faut pas oublier, c'est les putsch constitutionnels, d'accord, où les gens font du forcing avec la complicité de l'élite militaire, qui fait qu'aujourd'hui on en arrive là, ça fait que tout ça là, ça redessine tout. Hein, au Burkina, au Mali. Bon, c'est vrai qu'encore au Burkina, je mets un bémol parce que je ne comprends pas souvent à quoi est due cette révolution-là au Burkina. Mais au Mali, au Burkina, en Guinée, c'est ça. Au Tchad, ouais, on veut rester au pouvoir coûte que coûte, ou bien on veut se passer le pouvoir. Comme au Cameroun, on voit déjà venir des signes. Et voilà quoi. Donc, merci beaucoup. OK, je vous laisse réagir, Monsieur Aouna. Vous avez demandé tantôt la parole. Oui. Votre micro est fermé, Monsieur Aouna. Non, c'est toujours fermé. C'est bon? Oui, c'est bon, on vous entend maintenant. Voilà, merci. Et donc, non, je voulais réagir par rapport... Je partage le point de vue, même si ce n'est pas total, de mon copanéliste en ce qui concerne, comment dirais-je, le panafricanisme. Au fait, c'est clair, le panafricanisme n'est pas contre la France, le panafricanisme n'est pas contre les individus français, non, et même l'État français, c'est la méthode, c'est la politique française, pratiquement en Afrique, que nous sommes
en train de dénoncer. Et il est temps, je pense qu'il convient avec moi, que l'Afrique s'auto-développe. Il est temps que l'Afrique puisse se développer par rapport à ses richesses endogènes. Il est temps que l'Africain intellectuel puisse concevoir pour lui-même. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, en ce qui concerne la complicité, je pense que c'est ce que vous êtes en train de dénoncer, la complicité des Africains par rapport à cette hégémonie étrangère, je pense que ça, c'est un fait et c'est une réalité. Et c'est ce qui s'est passé dans une Afrique où il y avait les royaumes. Donc, je pense que ce n'est pas de ce panafricanisme qu'il s'agit. C'est beaucoup plus le souci des Africains de se développer. Ce n'est pas une manière pour les Africains de s'isoler, puisque nous sommes dans un contexte numérique de globalisation. Donc, nous allons toujours être en relation et toujours être partenaires de la France et de l'Occident. C'est clair. Donc, ce que nous voulons dire, ce que nous disons en ce qui concerne le panafricanisme, c'est pratiquement ce réflexe de l'Afrique aujourd'hui de s'auto-développer par rapport à toutes les richesses que nous avons et à toutes les compétences que nous possédons. Donc, c'est pratiquement cela. Mais il ne s'agit pas de l'individu français, il ne s'agit même pas de Macron en tant qu'individu, il s'agit de sa politique en Afrique, et c'est ça que la nouvelle Afrique et la nouvelle nomenclature africaine semble dire et semble combattre. Donc, je pense que mon cher co-débatteur, on peut s'entendre pratiquement sur ce point. Donc, je vais rester avec vous, M. Aouna. Le président bissau-guinéen a évoqué la possibilité de la mise en place d'une force anti-push pour éviter le coup d'État dans les pays africains. Quel est votre avis sur cette question? Non, mais ça, c'est un rêveur. Donc, avant d'arriver sur ce rêve de Ambalo, je vais tout de suite parler de la base militaire. Jules Jossou, et c'est quoi? Une base militaire dans un pays africain est tributaire de la déstabilisation de ce pays. C'est-à-dire, il faudrait qu'on soit clair. D'abord, je représente une partie de l'iceberg pour dire oui ou non à l'installation d'une base militaire au Bénin. C'est une question de souveraineté. Et je pense que cela interpelle pratiquement le peuple. Et c'est pratiquement une conditionnalité, même pas parlementaire, c'est une conditionnalité à travers un référendum. Donc, cette question, elle est délicate. Maintenant, si nous voyons la jurisprudence dans ce sens, tous les pays où la France installe sa base militaire, il y a déstabilisation de ce pays. Je suis très clair. Au moment où la France a installé des bases militaires au Sénégal, en Côte d'Ivoire, etc., mais on n'était pas dans un contexte lié au terrorisme. Donc, c'est pourquoi dans ces pays, il y a une quasi-stabilité en ce qui concerne le terrorisme dans ces pays. Maintenant, nous sommes dans un contexte où le terrorisme est partout. Le terrorisme est pratiquement le réflexe, le lot quotidien, comment dirais-je, dans ces pays. Donc, si une base militaire s'installe au nord, mon vis-à-vis l'a dit, c'est une vulnérabilité. C'est le pays, enfin, le Bénin va connaître beaucoup de soubresauts. Et cela, c'est délicat. Les mêmes Français qui vont installer cette base, mais écoutez, les armes viennent d'où? Est-ce que c'est les Africains qui fabriquent les armes? Mais il faut se poser cette question. Les armes que les terroristes utilisent là, ça vient d'où? Toute la question, elle est là. Donc, c'est les mêmes qui vont titiller, ces pays. Et c'est ça. Regardez ce qui se passe au Mali. Regardez au Tchad. Toutes les fois où la France installe une base militaire quelque part, il y a instabilité dans ce pays. Donc, il faudrait mesurer la chose à sa juste valeur. Et quand on sait et quand on plonge dans les méandres de cette
questions autour de la base, d'une base militaire en Afrique, mais la réponse n'a jamais été positive. C'est toujours un échec. Et qui est perdant? C'est l'Afrique. Et la visée de ces pays qui installent ces bases, c'est leur intérêt, c'est la protection de leurs ressources. Nous savons ce qui se passe. Et c'est vrai qu'on est sur un plateau de télévision, nous ne pouvons pas tout dire. Mais il faudrait remarquer, par exemple, la position stratégique du Niger. Le produit principal qui fournit l'uranium à la France, c'est pratiquement le Niger. Donc, il y a des intérêts géostratégiques extrêmement importants qu'il ne faut pas ignorer. L'installation d'une base en Côte d'Ivoire dans le passé est totalement différente de l'installation d'une base en ce moment M dans un pays de la sous-région. Le Bénin sera instable. Donc, c'est des questions très sensibles qu'il faut aborder et c'est des questions de souveraineté. Et je souhaiterais que le président de la République, et je le pense, si il va s'agir de cette question, il faudrait poser cette question en termes de référendum pour que le peuple béninois, en toute liberté, puisse se prononcer sur ce fait et pour qu'on ne puisse pas vraiment tomber dans des travers en ce qui concerne comment dirais-je, l'installation de cette base. On dit en Goum, et Jules Dossou, vous savez, vous parlez Goum comme moi. Ça dit, il y a le polo ou un zangbeto, il y a le polo ou un agodo. C'est ça le problème. C'est le problème, ça. Et aujourd'hui, l'Afrique de maintenant refuse cela. L'Afrique numérique refuse cela. L'Afrique intellectuelle refuse cela. L'Afrique diplomatique refuse cela. Et nous disons que comptons sur nos propres forces. Essayons de dénoncer ça pour que nous sensibilisons nos populations à nous auto-développer. Et c'est très simple, ça. Donc, si je reviens par rapport à la position du président Embalo, mais voici un président qui il s'est révélé à une nouvelle nomenclature aux Africains comme un panafricaniste et qui dénonçait même des arrêtés pris par ses pairs de la CEDEAO. Voici ce même président qui dit qu'il faut constituer une force anti-push. Mais pourquoi? Pour que lui, il puisse continuer. Mais ce n'est pas possible, alors qu'il est venu par un coup d'État. Mais c'est terrible, ça. Et comment cet argument-là est politiquement juste vérifié et justifiable? Donc, l'idée n'est pas mal, parce que personne ne veut de coup d'État en Afrique, c'est clair. Mais ils ne sont pas représentatifs, il n'est pas représentatif pour titiller un argument pareil. Un argument pareil, c'est pratiquement un signe, un avertissement pour qu'il y ait troisième mandat et pour avoir des présidents éternels à vie au pouvoir. Donc, et il faudrait remarquer que c'est ces mêmes civils-là qui vont chercher les militaires. Donc, une solution pareille n'est pas possible et c'est pratiquement une insulte à l'intellect africain parce que aux États-Unis, en France, cette question est déjà tranchée dans la Constitution. Aucune Constitution ne peut faire la promotion de coups de force pour arriver au pouvoir. C'est clair dans toutes les constitutions. Donc, ce n'est pas une panacée nouvelle. Donc, il faudrait que ces pays et ces présidents africains comme Embalo cessent et arrêtent de jouer sur l'intelligence africaine. Il est pratiquement l'auteur des coups d'État, un spécialiste de coups d'État. Donc, il est très mal placé pour faire la leçon et pour vraiment prendre parti et défendre une position pour disant que bon, voilà, il faut pratiquement un corps anti-putsch au niveau de la CEDEAO. Et qui titille cela? Ces putschistes, c'est eux qui veulent élaborer un comité
Mais c'est extrêmement grave. C'est insulter d'abord nos constitutions parce que cette disposition a été déjà prise en compte dans nos constitutions. Donc, pour répondre à votre question et pour chuter, c'est pratiquement un rêveur et c'est de l'hypocrisie politique qui ne passera pas, en tout cas en Afrique, et c'est une autre forme de coup d'État pour quand même, et hijack, en anglais on le dit, pour emprisonner, embrigader la démocratie et pour essayer de faire tout ce qu'ils veulent. Alors, le peuple reste pratiquement sans défense, sans dénonciation. Je pense que c'est de l'aberration et c'est vraiment triste venant de la bouche de Embalo. Parce qu'il est un ancien putschiste et il est venu par un coup d'État. Monsieur Kassoum, est-ce que vous voulez réagir sur cette force anti-push de la CEDEAO? Oh, ouais, bon, moi, la CEDEAO, là, même aussi, il va falloir rebeloter, comme le dit le monsieur Suleiman Ouna, tout ça, là. Même la CEDEAO, là, aujourd'hui, finalement, on ne voit que cette organisation, quand elle devient active, justement, le moment où, finalement, on veut enlever. C'est un syndicat de chefs d'État, finalement, quoi. Je ne suis pas le premier à le dire. Ils sont actifs à ce moment-là et finalement, je ne suis pas, peut-être dans le domaine économique aussi, on ne voit pas trop, on a pu parler, on est tout dans le CFA, mais chaque fois qu'il a eu de défendre fortement les collègues présidents pour les maintenir au pouvoir, encore que et tous ne sont pas des présidents, il y a beaucoup plus de chefs d'État que de présidents, donc parce que ceux qui sont là, venus par des coups de force, on peut encore, avec un peu de modestie, dire qu'ils sont des chefs d'État, quoi, si on veut, hein. Ouais, donc ça fait que c'est mal à propos en fait. C'est-à-dire profiter d'une visite d'un chef d'État, un pays souverain, demande à ce que celui, c'est vrai qu'il a la tête d'une organisation sous-régionale, demande maintenant, qu'il souhaite maintenant qu'on ait une force anti-push. Il va falloir lui demander qu'est-ce qu'il met dedans. Parce qu'aujourd'hui, si les push arrivent sur le continent, comme je le disais tantôt, dans les ex-colonies françaises, surtout dans notre zone là, dans l'Afrique de l'Ouest, c'est parce que les gens ils sont en train là de manipuler la Constitution. Nous, les Béninois, on n'a pas besoin d'aller très loin pour prendre des exemples. C'est ce qui se passe chez nous. Hein? Et finalement, quand finalement les peuples, on est un peu plus regroupés, un peu plus marché, un peu plus revendiqués. Hein? Par les mouvements de grève, tout est limité. Hein? Avec le code du numérique, tout ça, à un moment donné, les gens sont obligés. S'il y a encore des gens de l'élite militaire qui se disent, mais écoute, mais ces civils-là, ils nous ont assez emmerdés. C'est comme ça, je suis convaincu, hein, je n'ai pas tout connu, je n'ai pas l'avantage de live pour avoir connu les coups d'État, mais ça doit se passer exactement comme ça. Quelques personnes restent là et disent, mais attends, ils s'amusent, il va falloir quand même tout rebeloter là et on passe à autre chose. Donc, il va falloir d'abord travailler sur nous-mêmes, comme je le dis. Hein? C'est-à-dire, très rapidement, on va toujours chercher des problèmes ailleurs, alors que ceux qui créent les problèmes là sont juste à côté. C'est de savoir, d'interdire d'abord ces remaniements, ces changements de constitution. Hein, non pas que chez nous, ce n'est pas une question de troisième mandat, mais c'est pire. Parce que là, il y a quelques personnes qui sont dans un club d'amis, ils se désignent entre eux, ils n'ont jamais organisé d'élection. Excusez-moi, hein, peut-être que je m'en vais déjà loin dans le débat. Et finalement, on se rend compte que la constitution, c'est la volonté d'une seule personne qui est dans une thèse de loi qui régisse des milliers de personnes, quoi. Et là, à ce moment précis, il va falloir, on se dit, mais écoute, maintenant, on saute tout et on recommence, quoi. Donc, il est très mal placé, comme le dit. Il parle pour son pays, hein, il ne parle pas pour le Bénin. Peut-être qu'on ne peut pas opiner plus que ça, mais si c'était le Bénin, moi, j'allais avoir une position plus documentée que ça. Mais je suis obligé de ramener ça. Il faut tout ramener les choses chez soi avant de pouvoir bien les comprendre. Ça, c'est une approche anthropologique que j'aime toujours utiliser. C'est comme ça, ce n'est pas loin de cela. Donc, il est effectivement, c'est quelqu'un, on peut supposer qu'il est en train de s'apprêter à s'éterniser au pouvoir. Voilà. Et en demandant une telle force. Donc, je ne suis pas pour ça. Je trouve que c'est mal à propos. Mais par contre, je vais rebondir sur les réseaux. Excusez-moi, monsieur Kassoum, on a un internaute qui souhaite intervenir. On va essayer de le prendre et puis on verra si ça passe très bien. Très bien. C'est bon, merci. Oui, allô? Oui, allô? Bonjour. Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous reçois. Je vais vérifier avec mes invités. Est-ce que vous entendez l'internaute? Oui, on entend, mais un peu faiblement. Faiblement, ok. Ok, d'accord. Allô? Très faiblement. Est-ce que c'est mieux maintenant?
Allez-y avec votre question. Ok, d'accord. Voilà, c'est mieux. Bonsoir, c'est Panélis. Moi, c'est Amoni Komola. Donc, j'appelle depuis la France. Et je voudrais intervenir par rapport à ce que disait le grand frère Aruna Suleiman. Donc, je voudrais dire un truc par rapport à la base militaire. Vous savez, sur les champs de bataille, il n'y a aucune stratégie qui pourra mettre, comment on appelle ça, mettre une base militaire sur un champ de bataille. Parce que le Niger aujourd'hui constitue déjà, qu'on veuille ou non, le champ de bataille, c'est-à-dire le terrorisme, tout et tout. Et sur le même terrain, il y a les Américains, il y a les Chinois, il y a tout ce que vous voulez pour l'uranium. Et le pipeline qui est en train d'être construit à Cotonou, justifie déjà la pose d'une base militaire, puisque quand le grand frère Ouna il parlait de la Côte d'Ivoire tout à l'heure, que ce n'était pas dans le contexte du djihadisme, mais c'était dans le contexte du pillage. Pourquoi? Parce que la Côte d'Ivoire, faisant frontière au Mali, la base militaire elle était installée en Côte d'Ivoire pour aller piller le Tombouctou. Et c'est parce que, à un moment donné, les gars ont commencé par envahir, après la mort de Kadhafi, du président Kadhafi, que les gars ont commencé par envahir le Mali, le désert, qu'il y a eu cette intervention en 2011. Vous voyez? Donc aujourd'hui, ils ne font rien pour rien. Vous avez vu, quand ils ont parlé, quand le président béninois a dit on a les moyens, nous voulons acheter les armes. Vous voyez la condition que le prédateur il a posée tout de suite. Hein? Vous avez vu la réponse du président Emmanuel Macron. Il a dit oui, on vous a mis en contact avec l'armée et c'est l'armée qui a charge de vendre les armes et on ne peut pas comme ça vendre les armes. Mais maintenant, nous sommes disponibles à vous fournir et tout ce qu'il y a. Et si vous demandez tout de suite, on vous fournit. Mais pourquoi nous avons les moyens et on ne peut pas nous vendre les armes pour que nous-mêmes, on aille se défendre sur le terrain? Ça veut dire que, très clairement, ils sont en train de dire que si vous voulez des moyens de la défense contre ce fléau, il faut que vous acceptez tout de suite, parce qu'ils ont perdu le Mali, il faut que vous acceptez tout de suite qu'on installe une base militaire. Et moi, je vois le président, excusez-moi le terme, hein, le président béninois, je le vois très, je ne sais pas, je ne vais pas employer le mot petit, mais il ne peut pas renoncer à cela. Le fait qu'il va perdre son fauteuil, ils vont l'enlever tout de suite, en 24 heures, ils sont capables de l'enlever. Donc il n'a pas le choix. Il va l'imposer et ils n'iront jamais voir aucun peuple. Parce que quand le président français il est arrivé au Bénin, quel peuple il est allé voir? Est-ce qu'il a rencontré le but? Est-ce qu'il savait les contextes politiques dont nous vivons? Il savait ce que nous avons vécu en 2019? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils n'ont rien dit. Donc pour cela, c'est très clair aujourd'hui que avec le pipeline qu'ils ont accepté, tout ce qui est en train d'être construit, tout ce qui est en train d'être fait, il y a aujourd'hui la base militaire, elle est déjà validée et c'est à nous, peuple béninois, de prendre notre responsabilité et de dire, voilà, nous ne voulons pas et voilà. Maintenant, malheureusement, nous n'avons pas cette force-là. Voilà l'objet de mon intervention. Merci beaucoup et je reste dans le débat. Ok. Merci beaucoup, M. Amoni, depuis la France, pour votre intervention. Donc, on revient sur ce plateau. Je voulais rappeler, s'il y a d'autres internautes qui souhaitent intervenir aussi, les numéros sont affichés derrière moi, dans le fond de mon écran. Donc, il y a deux numéros qui sont là, un numéro du Bénin et un numéro international pour pouvoir appeler. Donc, voilà un peu un internaute qui a participé aussi, qui a partagé avec nous, j'allais dire, ses impressions par rapport à la base militaire. Mais on va quand même évoluer dans le débat parce que le temps évolue aussi. On va parler du volet un peu politique de cette visite, de cette tournée, notamment au Bénin. Le 27 juillet dernier, dans le sillage de cette présence d'Emmanuel Macron au Bénin, on a constaté la libération d'une trentaine de détenus politiques, même si les autorités béninoises ne
ne veut pas utiliser le terme de détenu politique. Mais on a 30 de nos compatriotes qui ont été libérés de prison. Je vais prendre d'abord dans une première intervention les deux invités, vos impressions par rapport à ces libérations. Monsieur Kasmou. Oui, on constate effectivement que le président Macron, au cours de la conférence de presse, un journaliste, sans doute de français, ou bien je ne sais pas, peut-être, en tout cas, à juger par l'accent, parce que je n'ai pas suivi la vidéo, et quand on me demande au président, il l'interroge sur les prisonniers politiques. Et comme à son habitude, parce qu'il commence à dire qu'il n'y a pas de prisonniers politiques, alors que c'est la même personne qui avait fait une interview au sein de la présidence de la République et devant deux journalistes de la presse internationale disant qu'il y en a qui sont arrivés avec des sacs de valises comme ça, elle n'appartient pas au parti. Donc finalement, tout avait été scellé là. On a gardé notre mal en patience parce que ce truc-là nous faisait tellement... Ce truc-là nous faisait tellement... Et ça nous a fait sourire, y compris, comme je dis, il y a un des journalistes aussi qui voulait encore aller loin, voyant Talon s'embourber dans sa propre réponse ce jour-là à la présidence. On en était là quand le procès est arrivé. On entend exactement dans la bouche du procureur de la République ce qu'on avait entendu à la présidence de la République. C'est ce jour-là, je me dis, en réalité, le procureur de la République de la Criette, c'est le président, c'est Talon lui-même. Ouais, vous. Et ça, c'est très clair. Mais ce qui était amusant, c'est comment il s'est dit, il tentait de se défendre ce jour-là pour montrer qu'il n'y a pas de prisonnier. Mais c'est quoi un prisonnier politique? Un prisonnier politique, c'est quelqu'un qui est arrêté pour des faits politiques. Bon, aujourd'hui, j'ai entendu un des leurs là dire que non, opinion politique. Mais finalement, dans le fait politique, opinion, surtout le fait politique, c'est un foutu où on met tout. Aujourd'hui, chez nous, on transforme un professeur d'université en terroriste, une ex-ministre de la Justice en terroriste, et au Bénin, nous avons notre définition du prisonnier politique propre au régime autocratique en place. Et le dictionnaire a aussi sa définition de prisonnier politique. Bon, on est en politique, il faut comprendre, parce qu'il ne faut pas perdre la face devant la presse internationale et pour dire, oui, voilà, j'ai des prisonniers politiques. Mais ce qui est paradoxal, c'est que, parce que ça dit, et Talon, il n'a pas un schéma de pensée, de réaction, de raisonnement complexe. Et il s'est dit là un truc de façon de parler qui est tellement basique, quoi. C'est bon, je ne sais pas à quoi c'est dû, mais c'est comme ça. Dans le même temps, je crois, le président Macron n'a même pas quitté le Bénin, que moi, j'entends, quelqu'un me dit on a libéré 30 personnes. Mais qu'est-ce que c'est à faire? Mais à quel titre? Ils n'ont jamais été jugés. On les a mis là. Encore que là, au moins, eux, ils sont arrêtés dans le cadre. On sait quand même qu'ils ont été arrêtés dans le cadre des élections. Donc, cette polémique de prisonniers politiques, il n'y a pas. Déjà, le seul fait de les libérer déjà prouve déjà que en quelques 24 heures, même moins disons 12 heures, disons minimum, et Talon, il s'est contredit lui-même. Et maintenant qu'on amène le meilleur spécialiste pour venir défendre ça, mais il va parler pour des gens qui ont quand même un minimum de jugeote, et ça dit, ils ne vont même pas prêter attention à cela. Et je ne leur fais pas un procès, mais tout est-il que nous constatons que les compatriotes béninois, ils en ont libéré une trentaine. Il doit y avoir encore près de 200. Il me disait un spécialiste là de ces questions qui doit tenir peut-être une liste, mais je n'ai pas les statistiques, encore qui sont dans les mains de ce régime-là. Donc, c'est ce que je peux dire par rapport à cette libération qui, pour moi, est une libération quand même. Et ça vient encore compléter le fait qu'on libère des gens à compte-gouttes. Donc, vous êtes là, chaque soir, on ne fait que ça maintenant. C'est-à-dire, c'est comme des otages, quoi. Quand on même dit prisonniers politiques, je pense que même c'est encore un euphémisme maintenant. Il faudrait carrément dire, surtout les deux, les deux prisonniers notoires sont carrément des otages privés du régime en place, en fait. C'est-à-dire, ils sont devenus des moyens de change, quoi. Donc, quelqu'un vient faire un effort, un ancien président vient embrasser le second, et aujourd'hui, ils sont sérieusement embrassés. Ça montre que peut-être, bon, il peut y avoir un de libéré, pour qu'au moins qu'on ait à s'occuper. Mais quand ça devient comme ça ressemble à un jeu, quoi. Ouais, je le dis sur le ton un peu de l'humour, mais ça commence à devenir quand même amusant que des gens viennent au pouvoir démocratiquement. On ne peut pas nier que Talon est arrivé au pouvoir démocratiquement. Il n'y a pas une seule personne à la nier. On sait, moi, j'ai combattu Yahi pendant 10 ans. Et M. Jules Jassou, vous le savez, vous. Et je suis un anti-Yahi soupçonnable de toute tendresse. Mais néanmoins, quand cela arrive là, je dis, on aurait même préféré que Yahi soit là, parce que ce qui se passe là, nous sommes avec des gens qui semblent ne rendre compte à personne. Comme je le dis, pour caricaturer, c'est qu'il y a le clan là qui est au pouvoir et il y a le peuple à côté.
voyez-vous, donc je vais m'en arrêter là pour ne pas monopoliser la parole. Il y a bien des prisonniers politiques et il va falloir quand même qu'on les libère pour qu'on cesse de se mentir à soi-même. Et on n'a pas besoin, franchement, d'arrêter les gens avant de pouvoir. En plus, on cache les gens pour pouvoir prendre le pouvoir. On prend leurs militants les plus reconnus dans chaque commune, notamment, surtout dans les communes du Nord, où ça, c'est carrément, on donne des listes et on passe de maison en maison, on les arrête. Et vous avez gagné le pouvoir, mais le reste, ça a laissé les gens. Le pays appartient à tout le monde. Merci beaucoup, j'ai fini. OK, toujours sur la même question, par rapport à la libération de cette vague de 30 Béninois, et puis vos impressions, et puis sont-ils, selon vous, M. Souleymane Arouna, vraiment des prisonniers politiques ou bien c'est les délinquants qui ont été arrêtés? Et puis, quel est votre avis sur la question? Non, mais je pense que la question elle est claire. D'abord, je félicite la libération, je salue la libération de ces 30 prisonniers politiques et je remercie, même si je suis resté sur ma faim, je remercie quand même l'acte, j'apprécie l'acte qui a amené à la libération de ces prisonniers. Je prends le cas de Nadine Okumassou, de mon tonton, de mon grand frère Koudou Ali, qui était pratiquement malade, qui n'avait pratiquement pas sa place en prison. Je remercie, je salue tout cela, et je suis quand même très content de la libération de ces prisonniers politiques. Et c'est vrai, le peuple, tout le peuple, dans sa totalité, dans sa quasi-totalité, est resté sur sa faim. Parce que le vrai target ici, c'est pratiquement Joël Aïvo et Ricky Amadougou. C'est pratiquement ceux-là qui devaient être de ce lot. Et on a vraiment, le peuple est resté sur sa faim. Et je pense, comme l'a dit le président Nicéphore Soglo hier ou avant-hier, il dit qu'il assiste, qu'il constate un début de dégel. C'est d'ailleurs la thématique qui nous réunit aujourd'hui. Donc, on peut parler de balbutiement, de crispation. Mais la question, est-ce que ces 30 personnes qui ont été libérées sont des détenus politiques? Yes. Ils sont bel et bien des détenus politiques. Et je pense que l'articulation du président, dans ce sens, je pense que c'est le hic de cette conférence médiatisée. Parce que tout était bon, c'était une conférence qui se passait bien jusqu'à ce que ce journaliste du journal Le Monde a quand même abordé cette question. Et nous avons vu le président de la République et pratiquement être dans tous ces états. Donc, c'était une question que le président, clairement, le président n'était pas du tout à l'aise avec cette question. Donc, et l'articulation et l'explication que le président a donné, et comment dirais-je, c'est que le président semblait dire, il a dit à la face du mot qu'il n'y a pas de détenus politiques au Bénin. Et ça continue de faire toller, pas seulement ici, et dans tout le monde. Et au fait, le président voulait dire que, voilà, ceux qui ont agi, ils ont agi dans le champ de la politique. Et que ce qui a accompagné leur action est pratiquement contre la loi. Et qu'il a donné le contexte des gilets bleus et le contexte américain. Mais ce n'est pas, le parallélisme n'est pas du tout, on ne peut pas comparer ces deux contextes totalement différents. Parce que ce qui s'est passé au Capitole, c'est qu'il y a eu l'envahissement du palais américain par des groupuscules, des badauds, et qui ont attaqué physiquement un symbole étatique. Donc, on ne peut pas comparer ce qui s'est passé au Bénin par rapport à ce qui s'est passé à Washington. Et vous voyez les gilets bleus, c'est pratiquement un corps syndical. Voilà, et les gilets jaunes, c'est pratiquement un corps syndical. Donc, le contexte est différent.
le président, et c'est vrai, il a reconnu que ceux qui sont détenus ont agi dans le champ politique. Et il semble faire une dichotomie entre la raison pour laquelle ils ont agi et ce pourquoi ils ont été arrêtés. Mais c'est une démonstration très difficile. L'équation n'est plus dans l'ensemble R. L'équation est dans l'ensemble C des nombres complexes. C'est très complexe à démontrer et c'est pratiquement ce que le président voulait faire. C'est-à-dire, quelqu'un dira que le président voulait défendre les défendables. Maintenant, mon vis-à-vis a posé un problème. C'est un président, donc il ne peut pas, devant le monde entier, il ne pouvait pas accepter quelque chose qui peut, comment dirais-je, lui être collé tout au long de son parcours. Et moi, je dis que le président allait dire, c'est-à-dire la dernière conclusion du président. Et quand le président disait que, bon, voilà, je suis, ma discrétion fait que mon pouvoir discrétionnel fait que je peux gracier ou amnistier ces individus. Et la question est close. Donc, le président n'avait plus besoin de vouloir être, sur la défensive pour vouloir défendre ce qui n'était pas défendable. Le contexte ne le permettait plus. Du moment où il y a eu des pourparlers, du moment où il y a eu cette saga, cette rencontre entre les anciens présidents et lui, du moment où tout le monde a dit que cette question peut être tranchée par la volonté politique et c'est pratiquement politique. Donc, et c'est ce que le président a voulu arrondir à la fin de sa réaction. Donc, et à ce niveau, moi, je pense que les conseillers du président ont failli. Les conseillers du président ont failli parce que c'est une question qui devait être posée au président. Donc, le président devait être préparé et ses conseillers allaient lui dire que, écoutez, cette question pourrait être tranchée de cette façon. Et c'est ce qu'il a fait à la fin. Ce qu'il a fait à la fin, c'est pratiquement très bien. Quand il dit que, bon, voilà, ils peuvent toujours bénéficier de la grâce présidentielle en son temps ou dans le temps du prochain président, s'il n'était pas là. Donc, c'était la question. Mais vouloir titiller sur ça, je pense que c'est pratiquement le rythme politique de cette conférence médiatisée. Et l'autre aspect, Jules Jossou, c'est que le président de la République doit savoir que c'est ses fils. Et le président de la République doit savoir que nous sommes, quel que soit Alpha, dans un contexte d'apaisement. Le président de la République doit savoir cela. Donc, et nous sommes dans cette phase où il y a des élections qui sont en train de s'annoncer et il faut nécessairement une décrispation. Et cette décrispation, nous avons vu ces jeunes qu'on a libérés, mais c'est pratiquement des gens qui ne sont pas du tout, comment dirais-je, ne constituent pas un danger pour l'État. Et l'autre aspect, au même moment que le président a refuté la thèse selon laquelle ce n'est pas des détenus politiques, dans le même temps, on assiste à la libération de cette coïncidence politique. C'est ça le problème. Donc, moi, je pense que c'est difficile de vouloir défendre cette thèse. C'est difficile de vouloir défendre cette thèse. Et moi, je dis, même la thèse selon laquelle le président disait que, bon, en ce qui concerne les exilés, bon, il y a des gens qui se reprochent certainement quelque chose et qu'il n'y a pas de décret. Là aussi, c'est un problème. Mais cet argument-là est beaucoup plus justifiable que l'argument en ce qui concerne la casquette politique. Parce qu'il n'allait pas peut-être prononcer le mot, comment dirais-je, décret, parce qu'il n'y avait pas eu de décret quand son prédécesseur l'a forcé en exil. Donc, il n'y aura jamais de décret. Quand un pouvoir fort craint qu'il est menacé, donc on n'a pas besoin de rire avant de savoir, comment dirais-je, l'action que ce vis-à-vis ou soit le pouvoir va prendre.
Donc, je pense qu'il faudrait recentrer la communication du président de la République. Et à ce niveau, j'interpelle le communicateur du président de la République, le porte-parole, qui aujourd'hui corse des choses qu'il n'a pas besoin de corser. Donc, et c'est à ce niveau que j'interpelle mon cher ami Wilfried Humbedi pour dire qu'il y a un problème au niveau de la communication gouvernementale dans mon pays. Il y a un problème. Je vais vous dire quelque chose, Jules Torsou. J'ai, en tant que communicant, j'ai un ami, je ne vais pas dévoiler son nom ici, il m'a approché, il me dit, mais monsieur Aruna, je dis quoi? Il me dit, mais est-ce que vous savez que j'aime le style de Alain Aruna que Wilfried Humbedi? Je dis, mais pourquoi? Mais il dit que, il m'a fait, comment dirais-je, cette comparaison. Il dit, mais prenez Eyadema et prenez Mobutu. Je dis, mais quelle est cette comparaison? On parle de journalistes. Mais il me dit non, que Mobutu, c'est un dictateur qui plaît, qui séduit. Alors que Étienne Yassingbe est un dictateur qui ne séduit pas. Mais je dis, qu'est-ce que vous voulez dire? Il dit non. Orula, c'est vrai, il est, comment dirais-je, il fait, comment dirais-je, c'est un bon flatteur, mais c'est un flatteur qui séduit. Mais que Humbedi Léandre est un flatteur qui ne séduit pas, il y a problème. Mais où est-ce que qui nous allons aimer? Parce qu'il faut quand même que quelqu'un puisse me séduire. C'est un peu la femme. Je vois. Donc, je pense que la communication du président de la République a un problème, que les Béninois sont tout de suite sur la défensive quand le président de la République prend la parole. Et à ce niveau-là, c'est ces conseillers qui sont en train de faire un mauvais boulot autour de lui. Donc, sur la question, en ce qui concerne les détenus politiques, le président n'avait plus besoin d'aller à la face du monde dire que ce ne sont pas, qu'il n'y a pas de détenus politiques au Bénin. Le langage, l'articulation pouvait être autre chose. Et c'est ça qu'il a dit à la fin. Okay. Et ça là, c'est clair et net. Donc, pour revenir, je demande humblement au président de la République, sur ce plateau, sur le plateau de Bi-Africa, de considérer la libération de Reki Amadougou et de Joël Aïvo et de tous les autres prisonniers politiques pour que la célébration de cette fête du 1er août soit pratiquement écrite, pour que le statut de Biogera, qui aujourd'hui est un fait, et quand le président dit qu'il est Biogera, et tous les Béninois et les Béninois doivent être Biogera, Biogera, le Wassangari, est aussi compassion, aussi tolérance. Donc, et que cette libération puisse avoir le jour pour que tout ce qui a été fait soit pratiquement un signal fort pour qu'on puisse savoir que cela a été fait vraiment avec le cœur, dans une décrispation, pas déguisée, mais dans une décrispation profonde. Et le Bénin vraiment pourra et peut vraiment et fera tout pour se réconcilier avec les fils et les filles de ce pays. Merci beaucoup. Merci, monsieur Aruna. Avant de laisser la parole à monsieur Kassimou, je vais partager avec vous un petit commentaire d'un des internautes parce qu'on souhaite aussi que l'émission soit interactive. Il dit ceci, il s'appelle Gaston Bossou, c'est sur la pression amicale de Macron qui les a libérés. Il ne pouvait pas en être autrement car Macron avait la pression aussi à l'Assemblée nationale en France. Il fallait un geste dans ce sens. Donc, rigolons un peu. Si Macron arrive et on libère 30 détenus ou otages politiques, il peut nous rendre visite tous les mois. Donc, ça, c'est une petite parenthèse qu'il a fait. OK. Donc, par rapport à cet aspect-là, est-ce que vous pensez, M. Kassoumou, que cette libération a été le fruit d'une certaine pression d'Emmanuel Macron? M. Kassoumou. Merci. Permettez-moi de revenir un peu en arrière par rapport à cette réponse de talent que nous tentons de comprendre, d'interpréter à notre manière. Il faut quand même faire, bon, comme je disais tantôt, c'est quand même, c'était mal à propos qu'on voit le président, c'est-à-dire agacé.
Or, je ne le connais, c'est le même qui a tenu déjà un discours d'ailleurs au sein de son palais. Il revient encore et maintenant tenu carrément. À la limite même, c'est comme s'il ne s'attendait pas, comme le disait le communicant Suleiman Ronan, et acteur politique, qu'il ne s'attendait pas à cette question-là. Bon, moi, je ne suis pas là pour savoir si ces communicants ont bien travaillé ou pas. Ça, ce n'est pas ça mon problème. Je ne crois même pas que j'ai trop de compétences pour cela. Mais toujours est-il que le raisonnement, quand on veut voir tout ce qui a été dit là, c'est vouloir parler quand même pour donner une apparence de vérité à ce qu'on veut dire. Mais en réalité, ça l'apprend de la vérité, mais ce n'est pas la vérité, quoi. Les philosophes appellent ça du sophisme, quoi. Et ça, c'est trop terre à terre. C'est-à-dire, on n'a pas besoin d'avoir un très grand niveau pour parler comme ça. Mais l'autre problème aussi, qu'on n'a pas soulevé, c'est le discours. Il faut déconstruire ce discours-là. Sinon, après, parfois, pour nous, pour la presse internationale, ça pourrait parler. Mais je crois que même pour eux, ça n'a pas parlé. Parce que à peine le président, c'est-à-dire le président est encore là, on libère 30 personnes, comme je rappelle votre internaute. Ça veut tout dire, avec la pression, effectivement, des députés à l'Assemblée française. Mais ajouté à cela, là où c'est quand même encore plus, et pas corsé, mais c'est encore trop faible, c'est de dire oui, mais il faut dégager le plancher de ces hommes-là, de ces dames-là, pour que finalement l'économie puisse investir. Je ne suis pas le seul à avoir entendu ça. Hein. C'est ce que j'ai compris. Hein. Peut-être que je ne comprends pas trop la langue du colonisateur. Si c'était dit dans ma langue maternelle, j'allais peut-être comprendre plus. Mais ce que je comprends en tout cas, c'est qu'il faut. Cela, il a fallu les débarrasser du plancher parce que c'est à cause de ça on peut quand même mettre en place ce que nous appelons la dictature du développement. Mais on a besoin de tirer sur des gens dans le centre du Bénin, que des gens meurent, c'est-à-dire après des coups de fusil, les enterrer pour dire que c'est le paludisme et tout ça pour pouvoir arrêter les gens. C'est-à-dire qu'on a un problème sérieux dans le pays. À quel moment l'économique prend le pas sur la vie humaine? Hier, j'étais sur un plateau, je dis l'économie, c'est une anthropologie. Et pour les gens qui ont fait l'économie, toi, c'est des béabas. C'est-à-dire, à un moment donné, si l'économie ne place pas l'humain au centre de sa perspective, c'est que cette économie-là, il faut mettre ça à la poubelle. C'est ce qu'on dénonce aujourd'hui avec l'économie qui tue l'environnement. Avec l'économie qui profite au patron du cap, au grand patron. Ouais, donc, et ce discours, c'est un discours aussi qu'il faut déconstruire. Et ça revient aux intellectuels de notre pays, à ceux qui ont des médias comme vous l'avez là, des communicants, de quand même ne pas. C'est bien beau, ça permet de drainer de la masse. Mais les gens nous écoutent, quoi. On n'est pas seul au centre du centre et que un président vienne dire. Et ce qui m'a traversé l'idée ce jour, c'est un peu quand je me rappelle, Talon, il vient à un moment donné là, présenter tout sourire aux gens et dit que oui, à partir du Bénin maintenant, les CDD sont indéfiniment renouvelables. C'est du même style. A dit, oui, je dépense, c'est parce que ceux-là, il faut les sortir de là. Non, c'est parce qu'ils sont là que l'économie doit se faire. Donc, c'est-à-dire qu'on est resté dans la droite ligne de la déconstruction de tout. C'est-à-dire que tout ce qui a préexisté avant moi n'est pas bien. Hein, je peux raser le jardin de Mathieu Kérékou et maintenant nommer ça, non, la maison de Mathieu Kérékou, de 16 enfants qui l'ont vu naître, ils sont même dans le gouvernement, hein, ils ne sont pas loin de lui. Et après ça, le jardin de Mathieu avec 2T, quoi, pour encore corser la chose. Hein, maintenant, on vient demander à quelqu'un dont la famille est arrêtée depuis, le parent est arrêté depuis 15 mois, 16 mois, pour dire qu'il y a des statuts qui s'inaugurent dans le pays. Mais il n'en a rien à foutre. Ouais, non pas que je suis quand même, je suis des sciences sociales, je sais ce que c'est que la valeur de la circulation des biens culturels dans le monde où nous sommes aujourd'hui. Voyez-vous. Mais néanmoins, c'est amusant. On est là, on a un peuple qui souffre, hein, on n'arrive pas à assurer les problèmes alimentaires, on n'arrive pas à assurer les problèmes sécuritaires, ni les problèmes de santé, et on met le culturel au-dessus de tout. Ça fait que, c'est-à-dire, nous sommes là en face de la classe bourgeoise qui s'est créée et qu'on a participé à créer, qui s'amuse dans le pays, qui tourne sur un périmètre dans la capitale économique là, et qui fait son show. Et toute la masse est laissée de l'autre côté. À un moment donné, c'est parce que les gens, si les gens ne réagissent pas, c'est parce qu'on leur dit, mais ne bougez pas. C'est-à-dire, on les tient au respect, quoi, pas la force militaire, mais pas la peur. Et aussi, à part là, il faut se demander même si finalement la misère dont nous souffrons là n'est pas entretenue. Ouais, le truc est plus sérieux que ça. C'est-à-dire, diriger un pays, ce n'est pas la tchatch. Et moi, je vois ça, m'amuse. Et derrière son là, il a du goût, le goût, c'est le goût là qui donne à manger aux gens. Je me rappelle, c'est ce goût qu'ils ont mis en loi. C'est pas ça. C'est le concret que les gens demandent. Un ministre, c'est-à-dire un dirigeant, un président de la République, ce n'est pas le ministre des Travaux publics. Il est venu quand même pour quand même travailler pour tout le monde.
C'est-à-dire, à un moment donné, nous sommes en face des gens qui oublient comment ils sont arrivés au pouvoir, comme s'ils sont en train de refaire le monde. Ce que vous avez conçu juste là, tout n'est pas bon. La conférence économique, la conférence des forces vives de la nation, on jette ça à la poubelle. Et tous ceux qui ont une voix divergente, on les jette. Et d'autres sont en exil. Et le mépris était même total, surtout par rapport à ces exilés politiques-là. Je n'en suis pas un, parce que je n'ai jamais volé de l'État béninois. Je n'ai jamais tué quelqu'un pour dire après qu'il est mort du paludisme. Je n'ai jamais forcé à faire une élection exclusive. Mais je me demande, mais ces gens-là qui sont des exilés politiques, comme je le rappelle, ce n'est pas de gaieté de cœur qu'on devient exilé. Hein. Nous qui vivons temporairement en dehors de notre pays, on sait ce que ça veut dire vivre ailleurs. Mais ça sort de la bouche de qui? Ça sort de la bouche du seul qui, en son temps, avait fui. Et c'est lui-même qui raconte ça avec plaisir, comment il a fui, et me dit que je n'ai pas pris un décret. Mais imaginez, ce n'est pas des animaux qu'on parle quand même. Je comprends que c'est le pouvoir. Hein? Je sais bien qu'en politique, c'est la violence des mots qui compte. Mais dans cette violence des mots, il y a une limite. C'est que chez nous, il n'y a plus de limite. C'est-à-dire qu'on se comporte comme si le pouvoir est d'essence divine. Et je le vois. Quelqu'un dit que le président a fait un lapsus. On dit non, mais pourquoi on va dire que le président a fait un lapsus? Et que quand c'est Dieu qui place celui qui doit être là, je comprends que nous sommes africains. Hein? Ce qui se pose là n'est pas un problème, disons, c'est un problème d'axiolisme, c'est un problème de valeur. Nous sommes dans une inversion totale des valeurs où des communicants peuvent se lever et quand il y avait des amis politiques, finalement, pour quand même vouloir changer les choses de force. Il y a une force qui se fait sur le peuple qui est inacceptable. Ouais, c'est bien dommage. Non pas que, je ne dis pas, vous nous avez invité là pour voir quels sont les voies et moyens pour une décrispation. Le propos que nous tenons n'est pas contre la décrispation, mais pour décrisper, je le dis tout le temps, je suis constant dans ce que je dis, vous voulez décrisper une situation avec des gens qui ne veulent pas dialoguer. Ce sont eux qui sont les plus intelligents du pays, qui connaissent tout. Mais ce n'est pas possible. Et je l'avais dit hier sur un plateau, je le dis encore aujourd'hui, c'est quelque chose qui a commencé doucement depuis le temps de Yahya Boni, où ceux qui sont au pouvoir dans notre pays pensent qu'ils sont les plus intelligents que les autres là, ont juste traversé l'école, ils ne sont pas arrêtés au sein de l'école. Voyez-vous. Et tout ça, il va falloir à un moment donné qu'on commence à penser de la presse ce régime-là, parce que nous sommes dans un déni total de tout ce qui a été bâti juste là, alors que c'est ensemble qu'on devrait continuer à travailler quand même pour faire grandir notre pays. Le pays n'appartient pas à quelques-uns. Voyez-vous, ils sont des princes du moment, mais le moment viendra quand même où on va s'expliquer. Le propos n'a rien de violent que je dis, c'est le propos quand même qui appelle au dialogue. C'est un propos qui appelle au respect du peuple, quoi. Parce que, et comme le dit, moi je viens un peu de l'école politique de Théo Edler, pour diriger les gens, il ne faut pas être déçu d'eux. Voyez-vous, comme le disait notre boss, il disait, non, mais il faut être avec eux. Hein? Il n'est pas parfait, mais quand ils disent des trucs, il faut en tenir compte. Nous sommes le peuple. À aucun moment, notre leçon de pouvoir n'est pas d'essence divine dans notre pays. Et ce n'est pas dit que c'est quelques 3 personnes qui dirigent le pays, qui bloquent les institutions, ferment toutes les institutions, contrôlent les élections de bout en bout. Et depuis des années, il n'y a pas d'élections organisées dans notre pays. C'est le forcing. Même là, ça va se faire par la force. Si d'ici à là, rien ne se dessine dans le cadre de la décrispation pour laquelle vous nous avez invités. Merci. Toujours est-il qu'il reste encore des centaines de détenus politiques. J'ai un spécial de cette question qui, tout à l'heure, il affirme le chiffre de 200 sans bégayer. Et c'est quelqu'un dont la parole porte pour moi. Il peut se tromper, mais ça ne doit pas être loin de ces eaux-là. Hein, voyez-vous, c'est 200. Il est très formel, quoi. Alors, hier, j'hésitais encore dans une émission, il disait 100. Il est formel, il y en a 200. Et il faut quand même tenir compte du fait que c'est ceux qu'on connaît là, dont les chefs d'accusation sont. On ne sait même pas qu'ils ont mal. Mais il y a d'autres motifs qu'on invente parce que qu'est-ce qui se passe pour ce que je sais? Je suis très formel, je le dis. Dans les communes de la partie septentrionale de notre pays, hein, surtout autour de certaines mairies, des gens ne veulent pas affronter leurs adversaires en face. En fait, ils font circuler des listes où dit tel il est menaçant dans ma circonscription, tel est menaçant. Et on a fait tout un spectacle et pataquès pour les ramasser. Il faut ajouter ceux-là, ce nombre, peut-être, ils ne sont peut-être pas inclus dans ces 200-là. Vous imaginez? C'est-à-dire que nous avons un tribunal de déception qui permet ce truc-là aujourd'hui. On les jette en prison, personne ne se soucie d'eux. Et ce n'est pas normal. Et qui fait ça? Mais c'est quelqu'un qui a connu les îles, qu'on connaît. Mais je le dis, ce n'est pas, j'ai rien contre la personne de Talon. Talon n'est pas un personnage nouveau. Voyez-vous. Et pour les gens de mon âge, bon, ce n'est pas un personnage nouveau. C'est quelqu'un là qui est dans le peuple là, à qui temporairement le peuple a confié les rênes de notre pays. Ce n'est pas plus que ça. C'est bien beau aujourd'hui, il a tout le pouvoir avec tous ses amis,
Mais on ne peut pas terroriser tout le temps le peuple comme ça. Hein, voyez-vous, nous qui parlons, on doit même considérer nos propos que de penser que nous sommes subversifs. Ce n'est pas de la subversion. À peine vous parlez comme je parle, là, on va dire vous les réactionnaires, opposition radicale. La fois passée, je lui dis, mais attends, il faut attendre un peu passer, gars, il faut déconstruire tout le temps ces gens-là, pardon. Ce qu'ils disent, non, chercher l'étymologie. C'est les gens qui ont une connaissance fine de ce qui se passe, connaissance fine de ce qui se passe politiquement dans le pays. C'est ce qui sont devenus des problèmes aujourd'hui. Hein? Et finalement, le seul responsable, c'est une seule personne, et c'est quelques trois amis. Je vous remercie. Donc, on évoque encore des centaines de nos compatriotes qui sont derrière les barreaux, à voir tous ceux qui sont encore dans les prisons et surtout nos compatriotes qui sont dans la clandestinité ou bien qui sont en exil. Est-ce qu'on n'est pas très loin d'aborder ou bien de démarrer une certaine décrispation au Bénin, M. Souleymane? Non, j'ai espoir et je pense que ce balbutiement, c'est mieux que rien. Et comme je l'ai dit, je félicite cela et je félicite l'acte. Il faut être, à un moment donné, on ne peut pas perdre tout. S'il y a un minima qui est fait et qui est à sauver, il faut quand même reconnaître cela. C'est extrêmement important. Et donc, avant de revenir sur cet aspect, en ce qui concerne la pression de la France, c'est vrai, certains députés du camp de Marine Le Pen, ils sont 75 à 80, qui ont dénoncé et qui ont fait la pression sur Macron. Donc, c'est clair que Macron ne pouvait pas revenir en France sans quand même leur prouver que, bon, voilà, un acte a été fait. Donc, nous allons analyser, en tant qu'analyste politique, nous allons analyser l'échec ou le succès de cette diplomatie dans les deux sens. Hein? Donc, bon, si nous prenons le cas au niveau du président Patrice Talon, c'est que par rapport à cette question, le président a tranché, il a dit que je suis droit dans mes bottes. Ça veut dire qu'il a tranché et qu'il est resté dans sa rhétorique. Sa rhétorique qui est, d'accord, ils ont agi dans le champ politique, mais les actions ne sont plus politiques. C'est des actions, comme il a dit, c'est des actions criminelles, c'est des actions anti-républicaines. C'est clair, c'est ce qu'il a dit. Mais quelques heures après, il a rebelloté, cette position. Donc, quelqu'un dira qu'il a capitulé parce que il y a eu la libération de temps. Ça veut dire qu'il y a des jeux de couloir qui ont été joués. Donc, c'est clair qu'il a eu, et comment dirais-je, je m'excuse, hein? C'est clair qu'il y a eu des jeux de couloir qui ont été joués. C'est ce qui a amené à la libération de ces 30 détenus politiques. Maintenant, mais si on voit l'histoire, on questionne la jurisprudence en ce qui concerne la position de Macron, c'est que la tasse de thé du pouvoir français était pratiquement la libération de ces deux principaux prisonniers, ces prisonniers majeurs en ce qui concerne qui sont Rekia Madougou et Joël Aïvo. Donc, mais finalement, ils n'ont pas été libérés, mais c'est pratiquement les maillons faibles qui ont été libérés. Donc, ça veut dire que quelque part, c'est un échec de la diplomatie française. Et c'est ce que j'ai dit quand j'analysais la visite pour dire que la France n'a pas d'amis, la France n'a que des intérêts. Je suppose qu'on n'était pas dans un contexte terroriste. Mais la diplomatie, la pression allait être autre. Mais sûrement, le président Talon, voulant de son homologue avoir un accord en ce qui concerne comment dirais, la sécurité dans la zone, donc n'a plus vraiment titillé sa position initiale.
C'est clair. J'aimerais que les gens puissent comprendre les relations qui lient la France et les pays africains. Ce n'est rien d'autre que les intérêts. Toute la question est là. Je peux vous ressortir la félicitation déguisée du président Talon et du président Macron quand il félicitait après quelques jours après l'élection de Patrice Talon. Et si vous prenez la réponse du président Talon à Macron en ce qui concerne son élection, mais qui n'avait pas, comment dirais-je, les mots vraiment diplomatiques et plaisants pour féliciter son homologue. Mais malgré cela, le président Talon et le président Macron est arrivé, voir son homologue. Et si vous voyez, lors de cette conférence médiatisée, mais c'est pratiquement de façon subtile que le président Macron a parlé de démocratie. Est-ce que vous voyez? Donc, cela est totalement contraire à sa position initiale. Donc, ça veut dire, quelque part, si on veut analyser cela, donc on peut dire que c'est pratiquement une victoire de Talon, sur la France. Parce que la France, Talon n'était pas demandeur. Mais vous voyez, c'est la raison pour laquelle Talon n'est pas allé à sa rencontre. Parce qu'en diplomatie, je pense que, comment dirais-je, si vous êtes l'État demandeur, mais c'est pratiquement les ministres, le ministre des Affaires étrangères, qui vous accueille à l'aéroport. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la France a fait voler en éclats, et comment dirais-je, sa notion de vouloir défendre les libertés fondamentales en Afrique au profit de son intérêt. Toute la question, elle est là. Et Patrice Talon a pratiquement surfé sur ça pour dire, d'accord, la pression est là, mais je ne vais pas céder, peut-être en ce qui concerne les prisonniers majeurs, mais je comprends, c'est la géopolitique, je vais lâcher du lest, je laisse 30 prisonniers qui ne sont pas et qui n'étaient pas la préoccupation majeure de la France. La préoccupation majeure à l'initiale, à l'entame du pouvoir Macron, était bel et bien les 2 prisonniers majeurs. Donc, mais qui, nous espérons que quelque chose se fera. Peut-être c'est le jackpot de demain, du 1er août, on ne sait pas. Mais je m'en tiens, mon analyse est pratiquement, se situe à ce que nous avons reçu. Et ça, je dis que quand on fait ce décryptage, c'est un succès, qu'on le veuille ou pas, diplomatique de Patrice Talon. Ça dit, en tant qu'analyse politique, c'est ça l'objectivité de ce que je vois dans ça, dans cette arrivée. Regardez la position de Macron il y a quelques mois. Regardez sa position. Regardez sa lettre qu'il a envoyée et regardez la position de l'ambassadrice française au Bénin. Et regardez la lettre que le pouvoir béninois a envoyée à son homologue français. Et regardez le jeu, le langage, la subtilité du mot démocratie, de la politique, que Patrice Talon, que Macron avait du mal à prononcer devant Patrice Talon. Et finalement, en conclusion, regardez cette libération. Mais le Bénin est resté sur sa faim. Rekia Madougou, Joël Aïvo sont toujours restés en prison. Donc, il faut savoir que la France n'a pas d'amis. La France et les grandes puissances n'ont que des intérêts. Et quand ces intérêts viennent, ils s'en foutent de tout ce qui est, comment dirais-je, démocratie. Il faut préserver, comment dirais-je, l'intérêt. Et si ce n'était pas la pression de ces 75, 80 députés français, on n'allait peut-être même pas avoir
ces 30 libérés que nous avons eus. C'est une leçon qu'il faut comprendre et c'est une leçon pour la nouvelle nomenclature dans les relations bilatérales. C'est extrêmement important, Jules Dossou. Et votre question en ce qui concerne... rappelez-moi la question. Encore? Non, je crois que vous l'avez déjà évoqué dans votre développement. D'accord. Oui, vous l'avez déjà évoqué. Nous sommes pratiquement au terme du débat, mais Oui. Monsieur Kasson veut réagir rapidement. Oui. Merci beaucoup. Vous permettez, je le dis que raisonner en termes de succès diplomatique de tel ou tel, je crois que poser les trucs comme ça, pour moi, je ne le ferai pas comme ça. S'il y a un succès diplomatique à avoir dans cette affaire, et même si on pense que, comme le dit De Gaulle, les nations n'ont que des intérêts, la France surtout. Et le succès diplomatique, si on veut me dire qui a gagné quoi que ce soit là, mais je crois que c'est le président Macron. Mais j'attends que Talon vienne en France ici et qu'on libère des détenus de droit commun ou bien d'autres personnes, ou bien qu'on fasse un exploit comme ça parce qu'il est arrivé. Il va falloir quand même que nous savions à un moment donné, si nous voulons parler d'égal à égal avec les gens, de ne pas avoir des réflexes de complexer. Je me réjouis bien sûr du fait que les gens sont sortis et tout, ça c'est clair. J'ai même fait des flyers, tout ça là, quand même pour féliciter des propos, notamment de l'Amazon, de la vraie Amazon Nadine Koumassou, et bien d'autres qui sont sortis, je suis vraiment content. Mais le raisonnement que j'entends, ça donne l'impression qu'on n'a pas besoin des autres forcément pour démontrer quand même que nous-mêmes, nous appartenons au siècle. Mon cher ami... Non, laissez-moi, je vous en prie. Allez-y. Et il faudrait que nous puissions quand même assumer pleinement que nous faisons l'histoire. Si nous ne faisons pas l'histoire, les gens ne vont pas se déplacer. La France, ce n'est pas le pays d'à côté. Voyez-vous. Et si on doit rester là, à faire le style, oui, il n'y a pas de prisonnier politique, et après tout, il est là, on libère. On ne peut pas de coïncidence. Mais quelle coïncidence? À un moment donné, il va falloir qu'on sache ce qu'on veut. Voyez-vous. Et à un moment donné, il faudrait qu'on sache. C'est dit, je ne comprends pas. Et quand ça nous arrange, c'est les autres qui sont nos problèmes. Et quand ça ne nous arrange pas, je ne sais pas, c'est que c'est les autres qui si ça nous arrange, c'est les autres qui nous sauvent. Je trouve une duplicité dans le discours que moi, je ne raisonnerai pas comme ça. Voyez-vous. Et je vais expliquer à mon cher ami et mon cher frère. Bon, je vous laisse parler, mais je reprends la parole après. D'accord, parce que c'est intéressant, le débat semble bien de commencer. Mais au fait, ce que je veux dire, c'est clair. C'est-à-dire, si on ne fait pas une analyse objective de ce qui se passe, moi, je suis ici en tant que, c'est vrai, vous m'avez identifié comme acteur politique, mais je suis au fait analyste aussi politique. Donc, ce que je suis en train de dire, pour dire que c'est un succès diplomatique, c'est quoi? C'est un succès diplomatique politique. Nous sommes sur le plan politique. Et sur le plan politique, j'ai été clair. J'ai été clair parce que, pourquoi? Et Macron est arrivé. OK? Macron est arrivé. Et quand Macron est arrivé dans le pays, la classe politique béninoise s'attendait vraiment à une décrispation en ce qui concerne la situation des détenus politiques. Ça fait un premier élément. Maintenant, quand on parle de libération de détenus politiques, on parle de deux acteurs majeurs, Joël Aïvo et Réki Amadou. Donc, deuxième élément. Troisième élément, qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons vu le président Macron qui n'a pas abordé ce point tel que les Béninois le souhaiteraient qu'il aborde, comme il l'avait abordé à l'initiale. Si je mens, vous êtes sur le plateau, vous pouvez me le dire. Donc, il ne l'a pas abordé. Il l'a abordé de façon subtile. Il n'a même pas fait une minute dans cette question qui était une question centrale, qui était pratiquement la préoccupation des Béninois. Donc, si vous permettez, M. Yaouna, je crois qu'il y a eu un tête-à-tête entre les deux présidents avant la conférence de presse. Peut-être il y a des questions qu'il ne voulait pas
partager au public. Oui, mais je vous comprends, mais c'est ce qui nous a été révélé, c'est sur ça que nous allons surfer. Vous voyez? Donc, moi, je m'en tiens à un président d'un grand ensemble qui est la France et qui, à l'entame, a dénoncé vraiment ce qui se passe au Bénin et qui s'est pratiquement révélé comme le défenseur de la démocratie. Voici ce président qui vient et qui n'a pas abordé cette préoccupation majeure des Béninois. Et j'ai dit que c'est ça pratiquement la preuve que les grandes puissances n'ont pas d'amis, mais ils ont des intérêts. Donc, au finish, qu'est-ce que nous avons eu? Nous avons eu la libération des poids plumes au détriment de ce qui était la préoccupation des Béninois. Donc, qui a gagné dans ça? Parce que le président Talon a dit qu'il est resté droit dans ses bottes. Bien sûr qu'il a un peu élargi, il a un peu desserré, mais toujours est-il qu'il n'a pas libéré ses acteurs majeurs. C'est extrêmement important. J'aimerais que, quand je dis que c'est un succès, je suis un homme politique. Donc, c'est un succès parce que je suis resté sur ma faim. Et je pensais que Talon, comment dirais Macron allait user de toute sa pression. Mais la pression est arrivée d'où? La pression est arrivée d'un camp antagoniste à Macron venant des députés de Marine Le Pen. Toute la question, elle est là. Et mieux encore, Talon, dans un style de défensive, a pratiquement jeté tous les argumentaires de la France en ce qui concerne les droits de l'homme. Et il a confirmé cela pour dire qu'il est resté droit dans ses bottes. La même réaction qu'il a eue au départ, c'est ça qui nous a confirmé. À la fin, qui a été victorieux dans ce cas-là, c'est-à-dire dans ce cas précis. Je ne dis pas que c'est un succès diplomatique sur le plan, comment dirais-je, financier, sur le plan, etc. Non, sur ce plan politique. C'est ça, c'est de ça qu'il s'agit. Mais si nous ne reconnaissons pas ça, si nous ne reconnaissons pas ça, comment nous allons apprécier? On ne peut pas apprécier quelque chose et en même temps son contraire. Non, ça je suis clair là-dessus. Ok, on vous aurait compris dans votre argumentaire, dans votre développement. Ok, il nous reste à peine 3 à 5 minutes pour conclure l'émission. Donc, on est à la veille de la fête de l'indépendance au Bénin. Je n'ai pas l'habitude dans des émissions de réclamer mon temps de parole pour demander une certaine équité, mais je me permets là de demander… Oui, allez-y, on laisse le temps. Voilà, maintenant, vous pouvez le décompter sur ma conclusion, en fait. Et quand il est de bon ton que quand je viens chez toi, dans ton pays, tu m'envoies un seul ministre pour me recevoir. Mais moi, quand j'envoie 5 ou 4, ça m'est égal. Je ne m'arrête pas à ces détails-là pour juger qu'est-ce que l'autre il a frappé fort, il n'a pas frappé fort. Ce n'est pas ça le problème, en fait. Je rappelle que nous faisons du lobbying pour libérer nos amis, ça c'est vrai. Je suis aussi, je constate, ce n'est même pas Marine Le Pen, hein, c'est quand même un consortium, il y a la NUPS, il y a les RM, ce ne sont pas les gens de, je ne vois même pas qu'il y a des gens de Marine Le Pen, en tout cas dans cette affaire-là. Toi, je vais vérifier. Ce sont 15 députés c'est un député de ma circonscription ici, ici à Lyon. Voyez-vous. Là, voilà ce qu'il dit le Quai d'Orsay quand le président Macron quitte. Première chose, c'est problème de sécurité, terrorisme. Deuxième préoccupation, sécurité alimentaire. Troisième préoccupation, c'est lié à la circulation des biens, entrant dans le cadre de la rétrocession des biens spoliés par la France. C'est ce qu'on a vu. Mon analyse s'arrête dans ce cadre-là. La pression des députés, sont 15 députés, et d'autres, il ne faut pas les négliger. Même le boulot que vous faites là, tout ça contribue à cela. Parce que, comme je le dis, nous ne vivons pas en vase clos. Et vous allez voir, moi, je parle en termes du fait que nous ne sommes pas isolés des autres et nos problèmes ne peuvent pas être résolus. Il y a des problèmes qui sont de souveraineté réelle. Ça, j'en suis conscient. Mais il y en a d'autres qui ne le sont pas. Donc, il n'y a pas un terme de dire, oui, bon, c'est diplomatique de l'autre, c'est pas… Et avant d'arrêter
les gens. Tant on n'a consulté personne avant de les arrêter. Je constate quand même la coïncidence, hein, voyez-vous, qui contredit son discours. Mais avant d'arrêter les gens, il n'avait pas besoin de consulter qui que ce soit. Il sait là où il va. Il sait là où il va s'arrêter. Voyez-vous, je ne veux pas être plus long parce que je voulais faire embrayer sur autre chose, mais bon, je vais m'arrêter là. Mais je ne vois en aucun, c'est-à-dire, je ne nie pas non plus que c'est une question d'intérêt. Voilà quoi, mais bon, merci. Mais, oui, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, 2 secondes. Attendez un instant, oui. Ok, allez-y. Sinon, je voulais rester avec M. Kassoum, et puis on est à la veille de la fête de l'indépendance. Par rapport à la situation, il y a encore des centaines de nos compatriotes qui sont derrière les barreaux. Quel serait votre mot de fin sur cette question? Et si vous avez un appel, quelque chose, un mot à dire à l'endroit de nos compatriotes, qu'ils soient au Bénin ou bien à l'extérieur du pays? Ok, merci. De toute façon, la fête de l'indépendance, c'est, comme je le dis, c'est toujours pour une nation, pour un pays, un très bon pays, béni de Dieu. Hein, ça, on est, le Bénin, comme on est un beau pays, on est un très bon pays. Nous sommes un pays où finalement le peuple, un peuple au sein duquel la mixité interethnique est très grande, n'a pas de problème interreligieux, on n'a rien, mais il n'y a pas beaucoup de pays qui ont cette chance-là. Les quelques différences qu'ils puissent avoir, c'est la politique, c'est l'autocratie qui amène cela. Et cela n'a pas commencé aujourd'hui. Hein, ça avait commencé depuis une dizaine d'années là. Mais là, cette fois-ci, finalement, c'est le summum, quoi. On a atteint ce summum-là. Ce que moi, j'ai à dire quand même, c'est que ceux qui sont temporairement à la tête de notre pays, quand même, se rendent quand même compte que le pouvoir n'est pas d'essence divine dans notre pays. Et tout passera par le dialogue. La solution politique, résolution politique des problèmes. La justice, en aucun moment, on ne peut pas demander à la police d'aller faire le travail des politiques à leur place. C'est impossible. Et c'est ce à quoi nous assistons dans notre pays. J'ai un problème, je demande à chaque commune et qui sont les gens que je peux cacher et mettre en prison pour que finalement ma politique puisse passer. Parce que cette fois-ci encore, je veux organiser une élection où je ne veux pas organiser une élection. Finalement, je fais un semblant d'élection énorme. Et malheureusement, on nomme à toutes les échelles dans notre pays aujourd'hui. Donc, je lance un appel à tous, c'est-à-dire que nous... C'est la voie du dialogue, c'est-à-dire nous, on a toujours prôné ça. C'est ce que nous disons depuis. Et quand je le dis, nous ne sommes pas des militaires pour prôner autre chose. Voyez-vous, le démocrate, il a deux choses. Il a les unes, on nous a refusé les unes, et il a la rue. Souvent, quand nous disons la rue, les gens pensaient que c'est pour aller casser les choses. Non, la rue, c'est la manifestation. On vous dit, vous n'allez pas aux élections. Et c'est là où j'apprécie le propos de notre jeune compatriote qui est vraiment d'une maturité d'esprit que je n'ai même pas interprété depuis là, qui dit, mais ouvrez les urnes pour qu'on aille quand même aller voter enfin. Voyez-vous. Et deuxième chose, il y a la rue. Non pas d'aller casser les choses, on n'a même pas assez d'infrastructures, on n'a même pas grand-chose. Le Bénin n'est pas un casseur. Et à part la casse que les gens inventent, c'est parce que vous dites aux gens, vous n'allez pas voter, nous voulons passer de force, et vous voulez que maintenant les gens croisent les bras, vous regardez, ils n'ont rien cassé. Les gens disent, nous ne sommes pas d'accord, et ça suffit. Parce qu'on invente tout de toutes pièces, comme je l'ai rappelé hier. On voit un discours chez quelqu'un qu'on soupçonne, qu'on a fabriqué de toutes pièces. Oui, le discours dit que celui qui va prendre le pouvoir après un putsch supposé, c'est un intellectuel brillant, élégant. Bon, au tribunal de Nuremberg, on dit, ah, ça c'est Joël Aïvor, il ressemble à Joël Aïvor. Donc, c'est sur cette base-là qu'on condamne les gens. Et l'autre, on l'a vu, oui, lui, il avait transporté des sacs de valises. Il n'appartient pas au parti. C'est sur cette base qu'on condamne les gens. Donc ça là, c'est le dialogue qui résout ça, hein, et non les tests de loi. Donc moi, j'en appelle au dialogue. Bonne fête de l'indépendance à nos compatriotes, qu'on le veuille ou non. La fête de l'indépendance n'est pas la lutte de ceux qui sont actuellement autocratiques. C'est une fête, c'est une bonne fête, parce que les pères de l'indépendance ont lutté pour ça. Voyez-vous, ils ont lutté pour ça. Il y a des erreurs qui ont été commises il y a 3 ans. Du temps qu'ils ont pris le pouvoir, les éléments ont changé les coups d'État et tout. Il y a un temps intermédiaire du marxisme-léninisme, comme on s'est trompé comme tout le pays, s'est trompé comme tout le monde, où on fait une conférence nationale pour dire, maintenant on va nous asseoir maintenant pour dire, on va faire autrement les choses. Mais nous sommes à une troisième phase où ceux qui viennent maintenant disent, non, ce que vous avez fait là, c'est pas bon, nous sommes les plus intelligents du pays, on refait tout. Mais ça ne marchera pas. Or, pour ceux qui ont l'avantage de là, un peu, je ne suis pas vieux en tant que tel, mais notre constitution de 90, là, même sous les abats parlables, ils sont partis interroger les gens pour insérer des phrases types des discussions de abats parlables dans la constitution de 1990. Ceux qui viennent dire non, on fait table là de tout ça là, on se réunit quelques amis là,
Et finalement, on prend la même personne qui est l'idéologue du truc. Après, il occupe tel poste, on le saute encore de tel poste et on l'amène à l'autre poste. Non, c'est le dialogue qui résout tout ça. Aucune loi ne peut le résoudre. Et la force aussi ne peut pas résoudre ça parce que le peuple, il est plus nombreux que les gouvernants. Merci, je vous remercie. Merci, M. Kassoumou. Je vous laisse la parole maintenant, M. Aouna, si vous avez une dernière réaction et puis votre mot de fin. Merci beaucoup. Merci, mon frère Kassoum. Au fait, je reviens pour dire que quand je dis victoire diplomatique, c'est le contexte, c'est-à-dire c'est une victoire politique au fait sur l'opposition. C'est au fait ça le problème, parce que bon, je ne connais pas les accords, tout ça, mais au fait, le contexte diplomatique a été utilisé et politiquement comment dirais-je, ce que l'opposition voulait, de façon magistrale, n'est pas arrivé. Donc, je suis parfaitement, ce n'est pas que je dis que ce qui s'est passé ou tout ce qui se passe en ce qui concerne les détenus politiques, la position du pouvoir, la méthode, est un succès. Non, je suis politique et je prends un fait politique pour dire que l'opposition n'a pas eu ce qu'elle voulait. Et l'autre, qui n'a pas pu délivrer ce qu'on l'opposition espérait, je pense qu'il est victorieux dans ce sens. C'est ça. Et cela va permettre à l'opposition d'apprécier et de faire pratiquement, comment dirais-je, son bilan et de rebeloter la stratégie. C'est de ça qu'il s'agit. Et surtout, ce que j'ai voulu mettre en exergue, c'est pratiquement l'hypocrisie de la France. C'est ça le problème. Et moi, je suis très embêté par rapport à ça, même si c'est un fait. Ou par exemple, la France, allez voir les archives. La position initiale de la France n'était pas ça. Leur target, c'était, et même le target des Américains, ils ont été clairs. Ils ont identifié le nom de Rekia Madougou et de Joël Aïvo. C'était pratiquement leur tasse de thé. Donc, et maintenant, ils ont retro-pédalé parce qu'il y a un intérêt. Il y a le contexte qui a changé. Et tout de suite, ces gens-là font voler en éclats leurs valeurs, leurs convictions pour maintenant être pratiquement des gens d'intérêt. Et Talon a surfé sur ça pour ne pas obéir à quelque chose. Et par rapport à ça, l'opposition n'a pas eu gain de cause. C'est clair. C'est la même chose en ce qui concerne Yahi Boni. Quand Yahi Boni est allé pour dire que, bon voilà, il est allé dans le but de faire sortir pratiquement ses prisonniers. Et vous et moi, nous avons assisté en ce moment-là, sans une action. Une action n'a pas été faite. La preuve, ces 2 prisonniers sont restés. Donc, on peut dire que c'est une victoire de talon. On peut avoir une victoire sur, comment dire, vous avez lu Machiavel. Dire que quelqu'un est victorieux, ce n'est pas seulement dans le sens positif. Non, c'est stratégique, quoi. Tu vois? Donc, c'est de ça qu'il s'agit, quoi. Donc, j'aimerais que cela soit clair. Et puisque nous sommes des analystes, donc nous ne pouvons pas vraiment mettre cela en relief sans ne pas faire état de ça. Est-ce que tu vois? Donc, votre mot de fin maintenant, M. Aouna. Mon mot de fin, c'est quoi? À l'endroit des prisonniers politiques, et je pense que le geste majeur reste à faire. Et je pense que la balle est dans le camp du président de la République. Tant que les prisonniers majeurs seront toujours en prison, le débat en ce qui concerne la décrispation va continuer de balbutier. Et cela n'arrange personne, cela n'arrange pas, comment dirais-je, la République. Et je demanderai aussi à ceux qui titillent Talon 2026, en ce moment où nous voulons, le peuple veut être réconcilié avec lui-même, je pense que cela ne participe pas à une décrispation.
Ça, c'est extrêmement important. Et je souhaiterais que le président de la République, dans ce timing présent, le Bénin est prêt à voir la libération de ces deux acteurs majeurs et de tous les autres prisonniers qui sont, comment dirais, en prison. Et, comme l'a dit le président Soglo, d'entamer les pourparlers pour le retour des exilés. C'est extrêmement important. Et qu'aujourd'hui, le peuple béninois a su que c'est pratiquement, comment dirais-je, un théâtre politique. Et il faut nécessairement que le président puisse faire quelque chose. C'est extrêmement important parce que le président peut beau inaugurer des statuts, mais si le peuple béninois, sa population, n'est pas content, est frustré parce que il y a des Béninois qui meurent et qui goupillent en prison, je pense que, Monsieur le Président de la République, vous devez faire quelque chose et il faut le faire maintenant. Ce n'est pas encore tard. Demain, c'est le 1er août. Vous avez dit que vous êtes Biogera. Vous avez dit que vous êtes Wassangari. Vous êtes pratiquement descendant d'Amazon. Je pense que Joël Aïvo, Rekia Madougou, Kaolo, tous ceux-là ont besoin d'être libres. Ça, c'est le plus beau cadeau que vous pouvez donner au peuple béninois. Et cela est plus important. Et regardons l'avenir. C'est vraiment ce dont je vous exhorte. Et c'est extrêmement important. Et c'est ce que nous souhaitons. Merci beaucoup. Merci à mon co-débatteur et mon frère. Et merci à Jules Diossou. C'est le grand retour de Jules. Et vraiment, nous sommes contents.